Augustin Matata Ponyo, vous venez d'assister à la première journée du conclave de l'opposition. Vous êtes parmi les têtes couronnées quand même de cette opposition dans le pays. Pourquoi avoir accepté cet appel et pourquoi avoir répondu présent à ces conclaves? Bon, c'est une évidence. Aujourd'hui, tout le peuple congolais demande à ce que l'opposition se réunisse. Tout le peuple congolais demande à ce que l'opposition s'exprime. Tout le peuple congolais demande à ce que ces revendications soient exprimées au travers une voix qui est celle du peuple. Et la voix du peuple, c'est la voix de l'opposition. Et donc, je ne pouvais que répondre positivement à l'appel de l'opposition pour former une force. Et je pense que vous l'avez suivi, et tout le monde est d'avis aujourd'hui que la voix de l'opposition, c'est celle qui va s'exprimer au terme de ces travaux. Non mais vous êtes là, vous, il y en a quand même quelques-uns de vos compatriotes de l'opposition qui ne sont pas là. Je pense à Moïse Katumbi, je pense à Fayoulou, je pense à Kabound et aux autres. Est-ce que ce n'est pas déjà un mort n'ayant pas réussi à avoir une sorte d'unanimité, d'adhésion de tout le monde par rapport à ces... Je ne pense pas, je crois que même en pleine démocratie, il n'y a pas unanimité. L'unanimité n'existe pas. La démocratie, c'est la loi du grand nombre. Et le grand nombre est ici. Et donc, le peuple se retrouve au travers le grand nombre. C'est ça le principe de la démocratie. Ce n'est pas l'unanimité, c'est plutôt le grand nombre. Et je crois, Perrault, vous êtes un grand journaliste, vous êtes un professionnel, vous êtes à mesure de dire que le grand nombre se trouve ici. Augustin Matata, peut-être l'avant-dernière question, vraiment, ce n'est pas tous les jours qu'on vous a comme ça. Vous vous réunissez ici, déjà à l'extérieur, on vous présente comme des opposants à la solde du Rwanda, qui ne condamnent pas l'agression du Rwanda et qui ne condamnent pas la rébellion des Corneilles Nangaa. Quelle est votre position par rapport à ça? Écoutez, quand nous on a critiqué l'agression, mais est-ce que certaines personnes qui sont au pouvoir aujourd'hui ne l'ont jamais fait? Mais ils sont aujourd'hui au pouvoir. Et je pense, Perrault, le problème le plus profond n'est pas celui de critiquer l'opposition ou de ne pas critiquer l'opposition. Le problème le plus important, c'est d'abord, est-ce qu'on travaille pour le peuple congolais? Est-ce que les salaires sont payés? Est-ce que le transport est organisé? Aujourd'hui, on nous parle du taux de change. Mais est-ce que le taux de change est en faveur du peuple ou contre le peuple? Voilà les choses les plus importantes de la vie. Parce que les gens meurent aussi de la faim. Les gens meurent de la malaria. Mais je pense que le plus important aujourd'hui, c'est l'unité du peuple congolais pour voir comment résoudre le problème congolais. On vous voit ici à Nairobi, vous êtes venu assister à cette rencontre de l'opposition. Quel sens vous donnez à la rencontre de ce jour? Pourquoi vous vous réunissez ici? Ce n'est pas venir assister, c'est venir participer à la grande rencontre de l'opposition que nous estimons qu'il est grand temps que l'opposition puisse se réunir pour avoir un leitmotiv commun. Et avec cette annonce, avec cette invitation, avec cette participation du président Joseph Kabila, président honoraire, il était tout à fait normal que nous soyons là pour parler du pays. On va tout d'abord parler de la situation chaotique du pays, de la situation sécuritaire du pays. Et tout cela, et par où ça peut nous amener. Et il est grand temps que l'opposition, nous puissions nous réunir pour que nous puissions forger les bases solides. Une rencontre sans Katumbi, sans Fayoulou, sans Sessanga, sans ceci, sans cela. On parle déjà d'un échec. Vous n'avez pas réussi à avoir tous ces gros poids lourds-là de l'opposition. Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui de l'unité de l'opposition sans les Katumbi, sans les Fayoulou et tout ce monde-là?
Vous savez, pour quelqu'un comme moi qui a déjà bourlingué dans l'opposition, ça ne m'étonne pas. Quand nous avons fait les forces acquises au changement avec le président Etienne Tshisekedi, est-ce que certains partis politiques étaient là? Quand nous sommes arrivés à l'invitation du président Moïse Katumbi et du président Etienne Tshisekedi à Genval, est-ce que tout le monde était là? Le MLC était là, l'UNC était là, les gens Lucien Boussa, ils étaient là. Il y avait beaucoup de gens qui n'ont pas boycotté, mais qui n'ont pas voulu venir. Mais en ce qui concerne d'autres, peut-être qu'ils avaient déjà leur agenda calé. Mais pour certains aussi, ils ont des problèmes de passeport. Tels que Jean-Marc Kabound, on n'a pas renouvelé son passeport. Il y a d'autres qui devaient venir, mais malheureusement, ils ont des problèmes de passeport. Donc à partir de ce moment, non, l'essentiel est que la porte est ouverte. Donc ceux qui parlent de l'échec, qui parlent des morts-nés à cause de ces absences-là, par rapport à ces absences-là, ils ont tort. Non. L'opposition a toujours été multiforme. Je l'ai déjà dit. Quand le président Faïlou est allé voir M. Chilombo, il était avec la Mouka, non? Un vol de Yéli Sessang était là. Piste de cette Kikuni était à Kin. Ensemble de Moïse Katumbi était à Kin. Est-ce qu'il les a associés? Il est parti seul. Donc à partir de cet instant-là, nous, ce n'est pas quelque chose de figé où la porte est fermée hermétiquement. La porte doit rester ouverte à toute personne. Comme me le disait à l'époque Etienne Tshisekedi à Moulumba, Wemba, quand quelqu'un vient, il faut le laisser entrer. La porte est ouverte. Il n'y a pas un échec, mais quel demi-échec. Avec toutes les personnalités politiques que nous sommes ici, soyons sérieux. Après, vous allez condamner le Rwanda et les M23. Quand Jean-Claude Wemba avait demandé qu'on puisse ériger un mur de 10 mètres et de faire des lacs de 7 mètres avec des caïmans, des crocodiles et tout, est-ce que quelqu'un me l'avait demandé? Vous n'êtes pas la seule du Rwanda, parce que c'est comme ça qu'on vous présente aujourd'hui. Hein. Quand Jean-Claude Wemba condamnait à Béni, à Bukemo, à l'époque, quelqu'un l'avait demandé? Quand Jean-Claude Wemba sortait un tweet il n'y a pas longtemps, il ne faudrait pas, comme disait le général de Gaulle, que quelqu'un puisse vous dire ou, criez-en. Mais parlons de M. Chilombo. Il a dit qu'il n'inaugurerait avec personne, à moins qu'on vienne le dégommer ou le tuer. Ce sont ses propos de Bruxelles, il y a à peine 5 jours. Mais aujourd'hui, ils sont à Doha avec qui? Aujourd'hui, ils sont à Doha avec l'M23, non? Il ne faudrait pas commencer à venir mentir le peuple congolais ainsi. Nous tous, nous voulons la paix. Je vous ai toujours dit, je suis le dernier fils politique que le maréchal Mobutu formé. Je suis quelqu'un qui n'acceptera jamais la balkanisation du pays. Ça, il faudrait que les gens le sachent. Là où nous sommes, je ne vois personne qui souhaite la balkanisation du pays. Surtout pas moi, Jean-Claude Wemba. Professeur Nemi Moulania, vous êtes ici à Nairobi au Kenya où vous participez à ce congrès de l'opposition. Qu'est-ce que les Congolais doivent attendre? Pourquoi vous avez décidé de vous retrouver ici, vous les opposants? Bon, je crois que c'était finalement un devoir patriotique, un devoir patriotique. Le pays se meurt et curieusement, on a un premier problème qui est très important. Ceux qui gouvernent le pays ne reconnaissent même pas la crise qu'il y a dans le pays et puis, loin encore, ne reconnaissent pas la gravité de cette crise. Rappelez-vous, le président Tshisekedi s'est retrouvé dans un des pays de l'Europe de l'Est où il avait clairement dit qu'il n'y a pas de crise en République démocratique du Congo. Et un de ses collaborateurs avait même dit que au Congo, il n'y a même pas de guerre. La guerre, c'est presque à 2000 km de Kinshasa. Donc je pense que c'était une exigence à un certain moment pour l'opposition politique et la société civile. Bref, les forces vives aussi, de pouvoir au moins eux, en ce qui concerne elles, en ce qui concerne, n'est-ce pas, la première question, y a-t-il oui ou non crise dans le pays et une crise grave, de reconnaître ou pas? Ce que ne fait pas le pouvoir jusque-là. Et deuxièmement, c'est encore important de faire cet exercice d'évaluation. Nous avons des institutions qui nous disent que c'est presque des non aujourd'hui parce que leur légitimité est mise en cause, non pas seulement parce qu'elles n'ont pas été élues,
mais aussi parce que la population ne se reconnaît pas en elle. Et tous les besoins, tous les problèmes de la population restent entiers. Et donc, je pense qu'à un certain moment aussi, il était important que les forces vives, l'opposition politique et la société civile puissent évaluer et les actions menées par le gouvernement, mais aussi d'autres voies de sortie au niveau régional et international pour voir finalement mais d'où viendra la solution à ce problème du Congo. Certainement des Congolais eux-mêmes. Et enfin, je pense que, parce que toutes ces solutions n'ont pas été efficaces, il faut bien maintenant qu'on puisse réellement faire tourner le ménage. C'est-à-dire, le président Tshisekedi dit qu'il ne fera pas la guerre, il fera pas les dialogues avec vous parce que vous ne condamnez jamais le Rwanda. Quand vous dites que vous allez tourner les ménages, c'est quoi? Vous allez rejoindre Corneille Nangaa, que vous ne condamnez d'ailleurs pas souvent, ou presque pas, vous ne condamnez pas le Rwanda. C'est quoi la recette finalement quand vous dites que vous allez tourner les ménages? La question, la condamnation, la guerre, c'est une diversion. Nous constatons que... Le Rwanda n'est pas un pays agresseur, il n'agresse pas le Congo? Non, c'est une diversion. D'abord parce que nous avons été les premiers à exiger le départ de toutes les troupes étrangères de la République démocratique du Congo. Je crois que c'est plus que la farce de savoir si on doit reconnaître ou pas. Pourquoi toutes les troupes étrangères de la République démocratique du Congo? Mais c'est parce que le président Tshisekedi occulte une réalité qui fait très mal au pays. Mais dites-moi, la partie nord de la République démocratique du Congo est sous contrôle de quel gouvernement? La partie sud du Sud Kivu, Uvira, Fizi, est sous le contrôle de quel gouvernement? Et lorsque justement on focalise l'attention sur un seul pays, nous disons non, la souveraineté du Congo doit être totale et entière. Donc nous allons au-delà de M. Tshisekedi. La deuxième chose, c'est que M. Tshisekedi a eu l'occasion de faire acter contradictoirement l'agression, la présence des troupes étrangères rwandaises sur le sol congolais. À Washington, devant témoins, lisez les deux accords signés à Washington. L'accord sur les principes fondamentaux et l'accord définitif entre le Rwanda et la RDC. M. Tshisekedi n'a pas fait mentionner que le Rwanda a agressé le Congo. Lisez aussi l'accord de Doha. Mais nulle part on a fait mentionner que notre pays est victime de l'agression. Alors si lui qui a la charge du pays ne fait pas mentionner que le pays est agressé, vous voulez que ce soit qui le fasse? Et enfin, il faut faire très attention, le pays va très mal. Prenons la dimension sécuritaire, Pérou. On parle beaucoup du Rwanda. Mais une ONG, un consortium d'ONG congolaises et internationales, dénommé l'Isanga, vient de sortir un rapport qui vous rappelle mais la situation sécuritaire à l'ouest, dans les Bandundu, le Congo central, et même à Kinshasa, ou avec le Mobondo. Mais cette crise a fait 5000 morts aujourd'hui. Qui s'en occupe? Lorsque c'est tout près même de Kinshasa, au fait, dans Kinshasa, Maluku, c'est dans Kinshasa. Mais dites-moi, qui parle de la situation à Ituri? À Ituri, où justement, on ramasse des morts tous les jours. Mais la recette, attendez, avec le Codeco. Vous savez ce qui est grave? C'est que l'armée considère le Codeco comme c'est supplétif, alors que tout le monde sait justement tous les méfaits de la Codeco. Dans tous les cas, écoutez, nous sommes des hommes de dialogue. Mais nous ne sommes pas prêts à participer à n'importe quel dialogue. Ce dont M. Tshisekedi parle, ce n'est pas d'un dialogue, c'est un monologue. Il veut que tous ceux qui seront là pensent la même chose que lui. Et c'est même la condition pour participer. Il faut que nous acceptions de ne pas réfléchir, que nous assumions les conséquences de sa réflexion à lui. Il définit le problème, il définit la solution. M. Tshisekedi fait partie du problème. Nous ne sommes pas prêts à nous soumettre à ce type de dictat. Nous sommes des acteurs politiques responsables. Nous avons la connaissance de l'histoire de notre pays. Nous savons ce qui marche, ce qui ne marche pas. Nous avons voix au chapitre. Notre analyse est différente de ce M. Tshisekedi. Il ne peut pas dire que nous, quand nous avons gouverné, nous n'avons jamais dénoncé
Ce dont il parle aujourd'hui, matin, midi et soir. Les archives sont là. Le Congo n'a pas commencé avec l'arrivée de M. Tshisekedi au pouvoir. Comme les difficultés, les rapports difficiles avec les partenaires extérieurs, ainsi, ça n'a pas commencé avec M. Tshisekedi. Ce n'est pas en ressassant ça matin, midi et soir qu'on change quoi que ce soit. S'il se donnait la peine de revisiter les archives, y compris aux Nations Unies, il le verrait qu'il n'y a absolument rien de nouveau qu'ils apportent sur ce terrain-là. Ça sera peut-être la dernière question. Vous êtes patron du FCC. Votre autorité morale, Kabila, a été condamné. J'ai vu que vous avez signé un communiqué. Il a été condamné à mort, appelé à verser plus de 30 milliards de dollars américains. C'est pour la première fois qu'un média du Congo vous est. Quelle est votre réaction par rapport à ça? J'ai vu qu'il y avait un communiqué assez sommaire, mais je voudrais quand même vous avoir votre réaction par rapport à ça. Non, le seul verdict qui nous importe, c'est le verdict de l'histoire. Pas le verdict d'une justice.